Bonjour à tous, bonjour les amis, merci de nous suivre, vous êtes toujours de plus en plus nombreux et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir, l'immense bonheur et voire l'immense fierté aussi d'accueillir notre ami, oui, c'est beaucoup, d'accueillir notre ami Richard Volmer. Bonjour Richard, oui, bonjour, il est là. Bonjour. Et Richard, pour moi c'est vraiment un honneur en fait parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on échange, qu'on discute. Et voilà. Mais c'est un honneur partagé. Je sais que tu es d'une modestie incroyable. D'ailleurs, je pense que vous allez la découvrir également. Alors, je sais que bon nombre de personnes te connaissent au travers tes livres, connaissent ton nom, entendent parler de ton nom, et ce depuis plusieurs décennies. N'ayons pas peur des mots ni de je crains, oui. Mais peu de personnes, parce que tu es quelqu'un d'assez discret. Peu de personnes te connaissent vraiment et pouvaient mettre un visage sur ton nom. Alors, je te rappelle que sur les premiers bouquins de ma série Les Tours automatiques, il y avait mon visage. Une petite vignette. Mais bon, à un certain moment, il fallait que ça s'arrête parce que je pense que plus j'avançais en âge et moins n'en vendait à cause de cette photo. Donc, on a un commun accord avec Jean-Pierre Honecker, on a arrêté les photos. Alors, en nous voyant, vous comprendrez. Justement, là, on a osé dire que ça faisait plusieurs décennies, justement. Est-ce que, Richard, on a le droit, est-ce qu'on se permet de te poser la question depuis combien de temps tu pratiques la magie, mais aussi depuis combien de temps tu as commencé vraiment à traduire ou écrire des livres? Parce que il faut quand même préciser, chers amis, que, bien sûr, Richard n'est pas qu'un traducteur d'ouvrages, ça c'est très important. Tu as aussi toi-même écrit tes propres ouvrages, et ça c'est vraiment très très important. Oui, j'ai fait les deux dans la mesure où c'est un sujet qui me passionne et qui a toujours quelque chose à dire. Mais pour revenir à ta question, depuis quand est-ce que je m'intéresse à la magie? Alors depuis tout petit. Mes premiers souvenirs, c'est quand j'étais enfant de chœur, 7 ou 8 ans, et que je voyais, j'étais enfant de chœur donc dans un truc catholique, et le curé, à un certain moment, il avait une espèce de carré de tissu et il le posait sur un calice et hop, ça faisait une espèce de pyramide tronquée, sans mouvement subreptice, sans rien. C'était ça. Je me dis, mais comment fait-il? Pour moi, c'était un tour de magie déjà à l'époque. Et en fait, c'était un tissu très lourd, très empesé, qui prenait la forme, parce qu'il y avait un petit carré sur le ciboire, ce que c'était, et ça prenait automatiquement la forme en posant simplement le truc dessus. Ça, c'était mon premier... c'est ton déclic, on va dire. Oui, disons, je m'intéressais déjà au mystère, tu vois. Ça, c'était pour moi un mystère. Et j'avais vu des magiciens à la télé. J'avais vu quelqu'un qui a fait la boule flottante. Je ne pourrais plus dire qui c'était, mais ça m'avait absolument incroyablement mystifié. J'étais émerveillé, parce que je ne voyais pas que le truc, évidemment. Et je me rappelle comme j'étais à la campagne, le magicien avait une baguette magique. Et je suis allé dans la forêt, couper un bout de branche bien rectiligne, que j'ai pelé, que j'ai peinte avec des bouts blancs et noirs, pour essayer de refaire le tour. Donc tu as un peu d'Harry Potter déjà. Malheureusement, ça n'a pas marché. J'étais pas Harry Potter, je n'étais pas Poudlard, et ça n'a pas marché. Mais le véritable déclic, c'est quand un oncle, il a dû se rendre compte que je m'intéressais à la magie, il m'a offert une boîte de magie. D'accord, donc là, c'était le vrai déclic. C'était là que j'ai vu que c'était truqué, quoi. Donc, grosse déception, mais quand même, l'élan était donné. Donc, tu n'as pas commencé avec de la cartomagie, alors que ça a été, on peut le dire, le sujet principal. Oui, ça allait rester. La cartomagie, au début, je faisais de la magie avec tout ce que je pouvais faire, avec tous les objets qu'on pouvait acheter, truqués. J'ai acheté la boule. J'avais une copine dans le temps à Paris, qui est devenue ma femme d'ailleurs, et qui m'achetait des tours chez Mayette. C'est un peu de conflit. Non, on est là pour te faire découvrir. Tu traduis aussi pour... Alors, par contre, on est obligé de citer toutes les marques. Tu traduis aussi pour Marchand de Trucs. Tu as traduit pour France également, ces éditions. Non, mais nous, on est transparents. Ah ouais, d'accord. D'accord. Et pour Jean-Pierre Honecker aussi. Et Honecker, alors justement, moi, c'était quand même ma première question. Je voulais t'emmener là parce que tu l'as bien sûr très rapidement, et ça, tu l'as très rapidement cité. Oui. Parce que forcément, tout a commencé vraiment par lui. Pour les bouquins, tout a commencé par lui. Moi, jamais je pensais à faire des bouquins sur la magie. Et puis, donc, l'un des magiciens que j'avais vu à la télé, c'était Tabary. Enfin, je ne savais pas que c'était Tabary, mais il faisait une routine de cordes. Extraordinaire. Enfin, et c'était la routine de cordes de Tabary que tout le monde connaît maintenant. Mais à l'époque, moi, je ne connaissais pas Tabary. La seule routine que je connusse,
c'était celle de Delors, de Jacques Delors. Et ça m'avait tellement impressionné. C'était une chaîne alsacienne, c'était une chaîne régionale. J'ai téléphoné à la station pour qu'ils me donnent le nom du magicien. Et ils m'ont effectivement donné le nom de Francis Tabary. Et ils m'ont dit qu'il était dans un club de magie en Alsace. Je ne savais pas que ça existait non plus. Et je me suis fait inviter à ce club à une réunion. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Pierre Hornecker et Francis Tabary. Et donc, très rapidement, tu as le pied très rapidement étrié. Oui, et alors, pourquoi l'écriture? Eh bien, parce que Jean-Pierre, il m'avait demandé, lors des réunions, de noter les tours que j'aimais, les tours de cartes, en principe, parce que j'avais déjà une espèce d'affinité avec les cartes, je ne sais pas pourquoi. Et donc, je prenais des notes, et ensuite, je polycopiais pour les autres membres du club. Donc, je faisais la description, l'explication. Et ça, c'est ça qui a commencé. Au bout d'un certain nombre de descriptions, Jean-Pierre s'est dit, pas mal, mais et si on en faisait profiter tout le monde? Donc, du coup, tu t'es un petit peu retrouvé avec Jean-Pierre, parce que pour les personnes qui ont la chance de connaître Jean-Pierre Hornecker et ont eu la chance, en tout cas, de connaître Magix et les éditions du spectacle, tu t'es retrouvé avec lui un petit peu sur l'écriture, en fait. Oui. Parce que Jean-Pierre, lui, décrivait les tours comme, je pense, jamais personne ne les a décrits. Moi, je me souviens, plus jeune, aujourd'hui c'est 41 ans, mais c'est vrai que quand j'ai commencé la magie à 14 ans, je lisais déjà les catalogues simplement de Jean-Pierre. Et c'était assez fou, cette façon de décrire l'enthousiasme. Mais Jean-Pierre aime écrire, hein. Et c'est pas pour rien, il était rédacteur en chef dans une entreprise de je sais pas quoi. Il faisait la publicité, il faisait les catalogues. Pas de la magie, ça n'avait rien à voir. Mais il aimait écrire, c'est son truc. Il aimait convaincre aussi, vendre des produits. Et il s'est dit, pourquoi je ne ferais pas ça avec des bouquins? Et donc, il faisait aussi, il avait beaucoup d'acquaintances avec des imprimeurs, parce qu'il s'occupait de l'impression des catalogues dans cette entreprise. Et un beau jour, il a acheté une petite machine à imprimer, je ne sais pas quoi, qu'il avait dans sa cuisine. Et il m'a dit, dis donc, avec toutes les descriptions que tu as là, on pourrait peut-être faire un livre. C'est incroyable. Alors donc, moi j'ai écrit le Cartomania. Alors c'était le premier truc. C'est le premier livre que tu as écrit, Cartomania. Et Jean-Pierre l'a produit dans sa cuisine à la manivelle. Incroyable. C'est comme ça que ça a commencé. C'était le format A4, simplement des feuilles normales. Et aujourd'hui, alors là, je m'excuse, je fais un bond dans le temps, mais est-ce que tu serais capable d'estimer le nombre d'ouvrages auxquels tu as participé, soit en tant qu'auteur, soit en tant que traducteur? Non, je ne sais pas exactement, je ne l'ai jamais compté, mais c'est incroyable. Je pense que ça a dépassé la centaine. C'est-à-dire on approche la centaine, mais tu penses que... Oui, je pense que j'ai dépassé, oui. D'accord. Parce que j'ai écrit, au départ, je faisais pas que de la cartomagie, j'ai traduit des bouquins. Le premier bouquin théorique que j'ai traduit sur la magie, c'était le Nelms, Henning Nelms, Showmanship, je ne sais plus, Magic and Showmanship. Ça, je me rappelle, c'était le premier bouquin théorique. Il n'y a pas grand-chose comme cartomagie là-dedans, si je me rappelle. Il y avait juste le Size Stebbins, le chapelet. Et je crois que c'est les seuls tours qu'il y avait là-dedans. Mais ça m'avait impressionné parce que c'était quand même un tour d'horizon de toute la magie, toutes les disciplines. Il y avait du close-up, il y avait du salon, il y avait la scène, et j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce que tu as la sensation, Richard, justement, tu vois, tu cites par exemple le Sistébine, etc., mais est-ce que tu as cette sensation aujourd'hui que tout se réinvente en permanence quand même, ou est-ce que tu ressens encore des améliorations réelles quand tu te plonges dans certains ouvrages? Est-ce que tu as du mal à redevenir, entre guillemets, on en parlait un petit peu en off, quand Guillaume s'enthousiasmait, que tu lui as montré tout à l'heure, on le décrit un petit peu pour vous qui nous regardez ou qui nous écoutez. Voilà, Guillaume et Richard ont fait une petite session sur un principe. Et c'est vrai que moi, je voyais Guillaume s'enthousiasmer comme rarement, comme un enfant. Il ne le connaissait pas à fond. Et tu m'as glissé la phrase douloureuse, j'aimerais être comme lui. Ah oui, il y a longtemps que ça n'est pas arrivé, c'est vrai. C'est fou ça. Non, mais c'est vrai. Bon, je vois des magiciens qui font des tours avec beaucoup de manipulations, pas des sauts de coupe, mais des manipulations très compliquées. Et moi, c'est pas mon genre de magie. Moi, je veux que ce soit sans rien, comme si la magie se produisait d'elle-même. Ça m'amuse beaucoup parce que c'est vrai que les quelques fois où on a parlé de différentes choses, mais notamment de cartomagie, tu as souvent cette phrase de dire c'est bien, mais on peut le faire en automatique.
Oui, alors ça, oui, ça c'est le souvent entendu. J'ai vraiment la chance d'avoir déjeuné plein de fois avec toi, de nous être rencontrés de nombreuses fois, de nous avoir régulièrement au téléphone et de discuter, d'échanger. Et c'est vrai que souvent tu me dis, par exemple, le jeu marqué, c'est bien pour les magiciens, mais je peux le faire avec des tours automatiques. Oui, voilà. C'est ton obsession, non, c'est pas une obsession. Non, pas du tout, non. C'est là où je m'y connais le mieux. Donc j'essaie de trouver une solution. C'est l'envie permanente de simplifier les choses. Oui, de simplifier, exactement. Au début, on fait un peu tout. Et quand on est jeune, plus c'est compliqué, plus on trouve que c'est bien. C'est compliqué, c'est difficile, c'est compliqué. Mais le problème, c'est que c'est surtout compliqué par le magicien, mais aussi pour le spectateur. Et je me suis rendu compte, je pense avec l'âge, que plus c'est simple à suivre, moins c'est confus, et plus c'est direct, et mieux c'est. Donc moi, j'essaie de trouver ça quelque chose de sobre, de percutant quand même comme effet d'incompréhensible, voire d'impossible, mais facile à suivre et qui ne met jamais de la confusion dans l'esprit des gens. Ni la tienne, en tant que magicien, ni celle des spectateurs. Donc, moi, je vise la simplicité. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est que d'être simple? Pour moi, un pharo, parfait, imparfait, ou peu importe, partiel, pas, pour moi, c'est devenu simple. Je fais un pharo comme je fais les comptages LMC sans y penser. Mais pour certains, le mot même pharaon, je veux dire mélange pharaon, ça leur fait peur. C'est comme une psychose qu'ils ont, alors que c'est en une journée, ils peuvent apprendre ce que j'ai appris pendant 50 ans. Je veux dire, c'est tellement évident. Et surtout aujourd'hui où il y a beaucoup de choses qui sont vraiment accessibles. Je parle autant en vidéo qu'en littérature, même si la vidéo, toi, tu as vu cet essor de vidéo, absolument, arriver comme un tsunami, en fait. Dans l'univers magique. Je ne regarde pas de vidéo. Et alors justement, si on peut faire une petite parenthèse, alors je ne vais pas dire vidéo versus book. Mais là, tu parles à un mauvais, je ne regarde jamais la magie vidéo. Moi. Mais qu'est-ce que tu penses que l'on peut trouver de plus dans le côté livre que tu n'as pas envie, puisque tu ne regardes pas de vidéo, de retrouver dans la vidéo? Est-ce que tu as l'impression que le livre t'oblige à quelque chose, à une réflexion supplémentaire? Premièrement, quand tu regardes la vidéo, si tu veux comprendre, il faut t'arrêter, revenir en arrière, il faut faire des manipulations techniques. Au bouquin, on s'arrête, on pose le regard, on le met là, on relit ce qu'on a vu, on n'a pas compris, on refait pour voir si on a bien fait, et on continue à lire. C'est beaucoup plus simple. Tu restes et même quand il y a une panne de courant, on peut continuer à lire quand même. Tu l'emmènes partout. Quand Internet, maintenant, les smartphones, on les emmène partout aussi. Oui, mais j'ai pas de smartphone non plus. Donc le livre, tu peux l'emmener partout, le jeu de cartes aussi. Donc c'est un accessoire, le jeu de cartes est génial. Et un bouquin, c'est en plus un objet à tenir. Un copain, un ami pratiquement. C'est pas quelque chose qu'on regarde passivement sur un écran. Ça me fatigue, l'écran. Déjà, je suis devant l'écran déjà pour mes traductions. C'est vrai, je suis 6 heures ou 7 heures par jour devant un écran. Ça, on va en parler justement. Alors je ne peux pas regarder autre chose sur un écran. Ma femme m'oblige à regarder la télé le soir, de temps à autre. Ça me fatigue. Plus que... moi j'adore lire. Si je pouvais lire 7 ou 8 heures par jour, je le ferais. Mais on va revenir justement sur ce travail incroyable de traduction. Oui, mais c'est pas vraiment du travail. Parce que je le fais parce que... Pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire des bouquins, finalement? C'est parce que j'aurais aimé les lire. D'accord. Ce que j'ai fait. Donc on est dans le partage encore. Parce qu'ils n'existaient pas. Je me suis dit, moi je prenais des notes, comme pour les gens du club. Et je me suis dit un jour, mais c'est quand même dommage, ce serait mieux que j'ai tout ça sous une couverture. C'est comme ça qu'est née l'idée des Very Best. Au lieu d'avoir 20 bouquins de Lorraine, par exemple, sous la main, il n'y en avait pas 20 à l'époque, mais pas loin. Je prends les tours qui me plaisent, au lieu de les chercher, je les mets dans un livre, sous une couverture, pour les avoir à portée de main. Et voilà. Le premier Very Best, c'est quelle année? C'était Lorraine, c'était 77. 77, Harry Lorraine. Ouais. Incroyable. Et donc ça, encore une fois, on parlait de Jean-Pierre Hornecker, c'est encore une fois, ça match. Oui. Vous dites à ce moment-là, c'est vrai qu'il a... Mais là, c'était déjà plus la machine. Hein. C'était déjà. Oui, je me doute bien. Oui. Mais là, je veux dire, c'est que là, vous dites, l'auteur a des choses conséquentes à partager. On va sélectionner le meilleur ou ce que nous on juge le meilleur. Enfin, voilà. Jean-Pierre n'a jamais essayé d'influencer mon choix éditorial en quelque sorte. Donc c'est toujours ton appréciation. Oui, malheureusement. Hein. Donc, après c'est ce qu'on vient chercher aussi. Je l'ai écrit dans une préface. Lire une anthologie, c'est toujours connaître le choix, malheureusement, de l'auteur de l'anthologie. Hein. C'est peut-être pas, ça ne correspond pas peut-être au choix du lecteur. Il aura peut-être fait d'autres choix, lui. Mais c'est ça, l'anthologie. Le principe de l'anthologie, c'est
Après, on choisit pour les autres. Et est-ce que tu pensais, en sortant le Very Best Harry Lorraine avec les éditions du spectacle, pensais-tu que ça irait aussi loin dans la collection? Non. Jamais. Je ne pouvais pas imaginer ça. Non, c'était impossible. Une fois que j'avais fait Harry Lorraine, je dis ok, c'est bon, ça arrête. Et puis de temps à autre, je me suis rendu compte, mais pourquoi ne pas le faire avec Marlowe et les gens que je connaissais, Bannon à l'époque, il y en avait beaucoup moins que maintenant, mais il y avait quand même des gens qui tenaient la vedette. Donc, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Donc tout s'est fait par mail, par snake mail, par correspondance, épistolairement. Donc ça prenait. Ce qui est assez incroyable dans ces rebondissements, alors encore une fois, on fait des petits rebondissements dans le temps. On ne va pas retracer toute ta vie, toute ta carrière. On n'est pas là pour ça. J'ai pas eu de carrière. Oui, bon, quelle modestie. Non, ce que je veux dire, c'est que du coup, rebondissement, quand Guillaume et moi, on reprend Magic Dream et qu'on fait part à Jean-Pierre et toi de reprendre cette série des Very Best et d'en créer des nouveaux, à ce moment-là, tu dis waouh. Pour moi, c'était un don du ciel. C'est incroyable. C'était un don du ciel. Et donc, on rappelle à nos auditeurs, en fait, on vous rappelle que chaque année, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée aussi carrément un nouveau livre en fait, pas qu'une nouvelle édition d'un livre ancien. Et on s'est dit que chaque année on ressortirait un ancien et on sortirait un nouveau. Voilà, oui. Et ça, jusqu'à présent, on a pu le faire. Ouais, on a tenu d'accord, c'est pas évident. Parce qu'il faut que je trouve des candidats, des gens. Moi, je travaille toujours sur ce qui a été publié en livre. Donc, plus quelqu'un publie, et plus il a de chances d'entrer dans la collection. Alors. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a eu des rééditions, donc c'est un peu difficile de dire qu'ils ont été moins vendus que le tour automatique, mais je t'ai fait la confidence et j'ai demandé à Max tout à l'heure, j'ai vérifié, c'est effectivement pour nous celui depuis 2017, depuis qu'on a repris Magic Dream, c'est... que 2017, je crois. Ouais, on a repris en 2017, il y a 6 ans, en juillet 2017. Il y a eu tellement d'épreuves aussi entre-temps. Et le Covid, on s'est tous mis entre parenthèses. L'incendie, c'était pas évident. Mais du coup, le Very Best des tours automatiques, ton Very Best des tours automatiques, c'est celui qui s'est le mieux vendu. On l'a sorti. Je remercie tous les gens qui ont les remercie. Mais j'espère qu'il ne les a pas déçus. C'est toujours ça, j'ai toujours un peu peur de décevoir. Mais c'est la preuve, Richard, que peut-être, encore une fois, c'est une hypothèse, peut-être que bon nombre d'entre vous partageaient également ce sentiment de mettre, entre guillemets, la technique un petit peu à part et de, j'allais pas revenir aux sources de choses simples, mais d'être dans ces principes-là, de tour automatique, et de fonder sur des principes plus ou moins connus, des principes mathématiques, topologiques ou que sais-je, mais qui marchent tout seul, pratiquement tout seul. Il faut quand même quelqu'un qui connaisse le principe, qui l'applique bien sans se tromper, il faut une bonne mémoire. Et puis la présentation est très bonne, très importante aussi. La fabulation, parce que si on enlève toutes les techniques, c'est vrai, toutes les techniques, toutes les passes, et si on enlève la fabulation, c'est-à-dire le boniment en quelque sorte, pour parler vulgairement, il reste plus grand-chose. Donc... Et tu vois, on n'a pas préparé cette interview et c'était volontaire parce que je voulais vraiment qu'on ait cet échange un peu comme on l'a de manière quotidienne. Et là, on a déjeuné ensemble ce midi et je t'ai beaucoup écouté. Attends, je regarde mes notes. Et à un moment donné, tu as dit quelque chose qui, moi, me touche particulièrement parce que je mets beaucoup ça en avant. C'est pas forcément le comment ça marche, c'est plus le pourquoi ça marche aussi. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ça a vraiment, moi, c'est un peu mon leitmotiv aussi dans l'univers du mentalisme aussi dans lequel je travaille et dans lequel j'évolue. Mais le pourquoi ça marche pour toi, ça va vraiment au-delà parce que on pourrait, comme tu le disais, décrire quelque chose en une page. Voilà, les amis, ça marche comme ça. Vous faites ci, vous faites ça, vous coupez à la moitié. Ça marchera, vous inquiétez pas. Mais on pourrait en faire 30 pages pour vous expliquer le pourquoi ça marche. Mais le pourquoi, quand on connaît le pourquoi qu'on peut trouver d'ailleurs tout seul, on n'a pas besoin d'explication. Il suffit de travailler, de s'arrêter, de faire le tour une demi-douzaine de fois ou davantage, et on finit toujours par trouver le pourquoi. Et alors, c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'on peut créer, à partir de là, des tours originaux, c'est-à-dire des combinaisons nouvelles, fondées sur ce principe, pour faire des effets auxquels personne n'a jamais pensé avant. Donc, à mon avis, inventer des tours ex nihilo, ça me semble presque impossible maintenant avec tout ce qui a été publié. Bon, moi, par exemple, Out of This World,
sais pas comment Paul Curie a pensé à ça, mais ça semble être surgi ex nihilo, de rien. Mais rares sont ces tours-là. Moi, si je n'avais pas eu cette culture, c'est beaucoup dire, mais cet arrière-fond, cette inspiration, ce background de tous ces bouquins que j'ai lus, pas pour devenir érudit, mais pour apprendre, parce que je suis curieux, j'aurais jamais pu inventer des tours. J'aurais jamais trouvé le comptage MC moi-même, jamais le principe Gilbreth moi-même. Enfin, tous les principes qu'on connaît maintenant, de forçage ou peu importe, je les ai lus dans des bouquins, et je les applique dans des tours, mais des tours originaux, surtout dans le faro maintenant. Là, je trouve que le faro, c'est une arme extraordinaire. C'est intéressant parce que dans ce que tu dis, il y a plusieurs niveaux dans le pourquoi ça marche. Il y a effectivement le côté méthode, la méthodologie, j'ai envie de savoir et de comprendre pourquoi elle fonctionne. Mais tout à l'heure, quand je t'ai vu nonchalamment retourner des cartes face en l'air, face en bas, par paire, etc., je me suis aussi dit que le pourquoi ça marche, c'était aussi ton attitude. Ton attitude envers ton jeu de cartes, ton attitude envers Guillaume à qui tu montrais ça. Très décontracté, très sûr de lui, mais tu crées un chaos en fait dans ton jeu et je trouvais que justement c'était le pourquoi ça marche, mais à un niveau différent de celui dont on a parlé à table, la méthode. Mais vraiment, l'impression qu'il faut donner au public, aux spectateurs, c'est une impression de naturel. Il ne faut pas avoir l'air de réfléchir, de penser, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Attends, il faut que je donne 2 cartes, 3. Il faut faire comme si on, je sais pas, c'est comme si on jouait à la belote, par exemple, où on manie les cartes naturellement, comme s'il n'y avait pas de préparation, pas de prédétermination, alors que tout est réfléchi d'avance et que rien n'est laissé au hasard. Il faut donner aux spectateurs l'impression que tout se fait naturellement, comme si tout le monde faisait ce qu'il voulait. Jeune ou moins jeune, passionné, vraiment magicien professionnel, qu'importe, est-ce que ça c'est vraiment le top des conseils que tu donnerais, justement, ce côté c'est pas moi qui l'ai donné. Non, mais là, si jamais je te posais cette question ouvertement, ok Richard, un seul conseil que tu aimerais donner à la grande partie des sobre, simple, sauf si vous faites de la magie comique, donc rester simple, sobre et naturel. Mais Dave Vernon en français. A déjà dit tout ça mieux que moi, mais il avait raison. Mon idole, soit dit en passant, c'est Dave Vernon. C'était ma prochaine question. Me mentalise. Je suis content de pouvoir le dire en public pour une fois. D'accord. Sa philosophie de la magie, c'est exactement la mienne. Même dans les moindres détails. Par exemple, il disait, quand j'ai pas envie de faire la magie, j'en fais pas. Moi, quand j'ai pas envie de faire la magie, j'en fais pas. Et j'ai très souvent pas envie d'en faire. Donc, moi, j'aime bien faire de la magie à des gens qui s'intéressent, qui sont passionnés comme moi. Il n'y en a pas beaucoup. Toi, ton public, c'est plus les magiciens. C'est pratiquement que les magiciens. Parce que tu aimes le regard qu'ils vont porter sur... Oui, parce qu'ils vont se rendre compte que je ne fais rien de subreptice et ils ne comprendront pas comment ça marche. Moi, je fais des tours à des gens qui sont férus de cartes magie, mais avec des principes qu'ils ne connaissent pas. Ils sont impossibles de refaire le tour. Donc, moi, je prends mon pied comme ça. Alors, quand je fais un tour comme ça, subtil, ou que je pense subtil à des profanes, non, ils aiment. Par exemple, Baroutine Huile et d'eau. Ça, j'aime bien faire à des profanes parce qu'elle est spectaculaire. Mais quand je finis, ils croient tous que j'ai des cartes truquées, des cartes double face, des trucs comme ça. J'ai envie de leur expliquer, tellement je trouve la méthode bonne. D'accord. Tu vois ? Mais je le fais pas, évidemment. Mais je me dis, si je pouvais, je te l'expliquerais volontiers. Tu verras que c'est encore plus malin que ce que tu imagines. Je trouve ça assez incroyable, Richard, parce que vraiment, on échange et on partage avec notre audience toute cette modestie. Il faut vraiment que tu te rendes compte, parce que tu t'en rendes compte, pardon. Avant de commencer cette interview, on a un groupe WhatsApp avec nos amis là, de Magic Dream, donc toutes les personnes qui travaillent avec moi. Et je leur ai dit, voilà, cet après-midi, j'ai la chance de pouvoir m'enfermer en studio avec Richard Volmer. Est-ce que vous auriez des questions à lui poser ? Et il y a une question qui m'a beaucoup interpellé, c'est se rend-il compte, alors c'est Nicolas qui a posé cette question. Donc Nicolas, c'est celui qui nous a paramétré le studio. J'ai vu. Il me dit, son côté, donc il parle de ton côté discret, d'homme de l'ombre, au service du monde magique, des autres. Et là, finalement, c'est un petit peu la preuve qu'il ne te connaît pas en tant que tel, puisqu'il disait, qu'est-ce que ça te fait d'être
une personne aussi mythique. Et je pense que toi, tu ne t'en rends pas compte. Non, je veux pas. Et il rajoute justement, tout en ayant toujours été plus ou moins effacé et homme de l'ombre, est-ce qu'il a conscience, est-ce qu'il ressent cette reconnaissance du monde magique? Je lis mes notes. Hein. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Donc c'est ça qui est assez incroyable et que je suis ravi de partager avec toi. J'ai très peu de... Il faut dire que les choses comme elles sont, j'ai très peu de contact avec des magiciens. Et les magiciens que je vois, je les connais depuis 50 ans, donc ils ont mon âge. Hein. Mais on peut les compter sur les doigts d'une main. Hein. Alors là, on reprend un spectre un peu plus large. Tu as rencontré quand même beaucoup de magiciens, oui, connus, moins connus, etc. Oui. Et tu en as rencontré encore un nombre incalculable au travers d'ouvrages. Oui, mais ça allait toujours dans le même sens, hein, c'est-à-dire moi vers eux. J'ai très peu de retours, pratiquement aucun. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que mon bouquin sur les tours automatiques, mon Very Best, a très bien marché. Mais avant que tu me dises, pour nous, c'est le plus vendu. Je l'ignorais, donc je ne sais absolument pas. Je ne sais pas ce que les gens pensent. Bon, je préfère peut-être ne pas le savoir parce que il y en a qui certainement n'aiment pas, donc personne n'aime avoir des mauvaises critiques. Donc le fait que j'ai pas de retour, c'est plutôt mieux. Hein. Mais quand tu me dis qu'un bouquin a eu beaucoup de succès, je suis très heureux. Je t'assure. D'ailleurs, on prendrait un petit peu les devants en disant qu'on pourrait peut-être se mettre d'accord sur non pas un volume 2, mais une création également à nouveau sur toi. Oui. Si Guillaume et moi on t'en a parlé, c'est que réellement, on a, nous, des échos sur ce livre de Very Best des tours automatiques. Alors, pardonne-moi de ne pas t'en avoir fait part. Par contre, effectivement, tu as raison de le souligner, mais vraiment, c'est un ouvrage. Alors, tes encyclopédies avaient déjà... Je pense, fait sensation. Mais là, en l'occurrence, ça... Il ne reprend pas les tours des... Oui, c'est bien que j'ai fait attention de ne pas reprendre des tours qui étaient dans cette combien dit 9 volumes, dit je ne sais plus 9. Hein, on pourrait donc imaginer un tour de cartes, un Very Best, un tour semi-automatique. Je ne dirais pas automatique, mais semi-automatique. C'est-à-dire dans les tours automatiques, il n'y a pas de brisure, il n'y a pas de... il n'y a pas de faux mélange pratiquement, il n'y a pas de... Si, il y a le charlier. Mais ça, je pense que c'est... on va considérer que c'est... Je pense que tout le monde peut faire un charlier quand même. Mais il n'y a pas de faro, évidemment, il n'y a pas de pelage, il n'y a rien, il n'y a pas de comptage MC. Donc dans les semi-automatiques, je mettrais quand même des faros imparfaits, des faros partiels. Enfin non, si je devais le faire, hein, tout ça c'est hypothétique. Ce ne serait pas vraiment de l'automatique comme je le conçois. Il n'y a pas de cartes cornées non plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des trucs avec des cartes cornées. Moi, j'ai horreur de corner une carte. Pour moi, c'est un crime. Je veux dire, c'est comme mettre de l'eau dans un bon vin. On ne corne pas une carte. Tu as cité Dai Vernon comme étant vraiment pour toi le modèle, tant par sa philosophie, son intelligence aussi. L'intelligence. Donc forcément par ricochet ses tours, bien sûr. Oui. Mais ces tours sont extraordinaires. Est-ce que tu as d'autres personnes comme ça, vivantes ou non, françaises ou non, que tu as pu, parce qu'on le ressent quand tu en parles, est-ce que tu as pu admirer en fait, ou dont tu as trouvé le travail admirable, mais sans forcément que ce soit ta magie à toi? On a parlé de Bernard à table, justement, où alors Bernard, que pour toi c'était admirable, mais que ce n'était pas ta magie, mais que tu trouvais ça assez incroyable, la manière qu'il avait de chercher, de créer des choses. Oui, il fait comme moi, mais sur un autre plan. C'est ça. Donc, vous êtes dans la recherche différente, mais vous êtes dans cette recherche. Dans l'admirable de l'automatique, je pense que celui qui m'a le plus subjugué, c'est Simon Aronson. Il a eu des idées absolument extraordinaires. D'ailleurs, je crois que j'ai fait le Very Best. Il est très gros d'ailleurs. Tu as dû prendre beaucoup de plaisir à le faire, puisque c'est vrai que... Ah oui, absolument. Et Simon était très content, je me rappelle maintenant, il m'a envoyé un mail, il était très content d'avoir un gros bouquin comme ça en français. Et lui, il a trouvé des choses que personne n'avait trouvées avant. Shuffleboard, par exemple, extraordinaire. C'est lui qui l'a trouvé. Et d'autres trucs du même bois. C'est-à-dire, sa magie, elle est parfaite. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de dissimulé, il n'y a pas de mouvement. C'est génial. Et les meilleurs tours de Dai Vernon, ce sont des tours automatiques aussi. À mon sens, évidemment, je suis un peu... j'ai un petit préjugé favorable. Oui, bien sûr. Donc, je ne peux pas vraiment, comment dirais-je, juger les autres, mais pour moi, le critère, c'est la simplicité, la sobriété et l'absence de chichi, quoi. Et dans tes plus belles rencontres, du coup? Francis Tabary a joué un grand rôle dans ma vie, parce que c'est lui qui a le premier
il m'a montré un tour de cartes, un vrai tour de cartes. Et moi, je connaissais Mutus Nomen d'Edith Cossis, je connaissais le tour des 21 cartes, hein, vers les versions de base. Hein. Et lui, il m'a montré un tour, je ne comprenais pas comment il a fait. Parce qu'il connaissait déjà, je crois qu'il avait lu Jennings, je ne sais pas comment. Il n'a pas lu Jennings parce qu'il ne lit pas l'anglais, mais quelqu'un avait dû lui montrer un tour. Pour moi, c'était magique, vraiment, je ne comprenais pas. Et c'est lui, il m'a fait la première levée double aussi. J'avais jamais... j'avais lu déjà les Payot. Ça, c'est les seuls bouquins que j'avais lus. Hein. Donc, quand j'avais 18 ans, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Hein. Et on y parlait de la levée double. Et c'est pas possible à faire. On voit qu'on retourne de cartes. Donc, j'avais laissé tomber ce truc. Et Francis m'a fait une levée double. Voilà. Non, pas un peu. Il m'a fait une levée double sans que je m'en aperçoive. Et je me suis dit, donc, on peut faire des levées doubles. Ça marche sur le public. Ça marche, tu t'es dit, ça fonctionne. Oui, même sur moi, quoi. Donc, finalement... J'ai rencontré Harry Lorraine, quand même, qui a joué un très grand rôle dans j'allais dire ma carrière, mais c'est pas ma carrière, mais il m'a fait connaître aux États-Unis. Et il a facilité mes rencontres avec des magiciens américains qui peut-être m'auraient moins bien ou moins vite accueilli si je n'avais pas été connu. Et grâce à sa revue, Apocalypse, où il a quand même publié une cinquantaine de mes tours qui n'ont jamais été publiés dans des revues françaises et que je ne sais pas si elles ont été publiées depuis, j'en sais rien. Hein. De temps à autre, je trouve quelque part un tour qui a 2 mois, je ne suis pas cité. Bon, ça m'est égal. Mais c'est lui quand même qui m'a fait connaître aux États-Unis. Et Lorraine, je sais qu'il avait surtout un numéro de mémoire prodigieuse, où il retenait les noms de 250 personnes auxquelles il a été présenté une fois. Et on se rencontrait pendant les vacances à Nice, on avait le même but de vacances. Et je lui montrais les tours pour Apocalypse, là-bas. 2 ou 3. Il prenait jamais de notes. Je le faisais une fois pour lui montrer les faits, et je lui faisais une deuxième fois pour l'expliquer. Il prenait pas de notes, il n'enregistrait rien, et je retrouvais 2, 3 mois, 6 mois plus tard, le tour exactement tel que je lui avais fait, sans aucune erreur, décrit par Lorraine. Donc, il devait quand même avoir une très bonne mémoire. Bien que, je ne sais pas comment il faisait pour retenir 250 noms de personnes. Ça me semble presque impossible. Mais enfin, on ne sait jamais avec lui. C'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Mais en tout cas, pour les tours, il ne bluffait pas. Hein, il savait. Et Richard, tu as besoin... Donc là, on a parlé de tes rencontres, etc. Mais la rencontre même avec l'ouvrage, quand on te soumet, par exemple, est-ce que tu pourrais traduire ceci ou est-ce que ça te plairait ? Tu as vraiment besoin que ça te plaise. Ah oui, de découvrir quelque chose. Parfois, alors... Parce que ça fait un moment, alors on a parlé des éditions du spectacle, tu as traduit pour beaucoup de personnes en France, on les a cités tout à l'heure, et pour Magic Dream, ça fait aussi... Franz Réjas aussi. Franz Réjas, oui, si, je l'ai dit tout à l'heure. Attention. Après Marchand d'Adam. Moi, de toute façon, c'est simple. Les livres, aujourd'hui, je trouve que il y en a eu beaucoup, on avait l'impression que le marché pouvait s'effondrer, même quand tu étais surpris des nombres de livres qui pouvaient se vendre. On a aussi dû lutter contre le piratage, on a mené des actions contre ça il y a quelques temps de ça. Voilà, c'est un marché qui pour moi doit survivre justement, il doit continuer. Et voilà, en France, je trouve que ça se porte quand même. Je sais que ça fait quand même longtemps que tu as commencé à traduire aussi pour Magic Dream, donc il y a eu évidemment... Je suis très étonné que je puisse continuer tout le temps et que tu arrives encore à vendre des bouquins. Oui, ça extraordinaire. Le marché a bien sûr évolué, mais c'est quand même... Moi, je trouve ça extraordinaire. Le travail que tu fais, je ne sais pas comment tu fais pour vendre tout le temps des bouquins. Franchement, moi, je n'aurais jamais vendu un livre tout seul. Hein. Si je n'avais pas rencontré Jean-Pierre, jamais je l'aurais écrit de livre. C'est lui qui s'occupait de toute la partie commerciale. Non, mais je pense que la génération... c'est aussi, je pense, nous, en tant même que boutique, et voilà, on est tous des passionnés, et je pense que c'est aussi à nous, on joue un rôle, justement, là, comme là, on a parlé de ta vie, ta carrière, que tu aimes, etc., mais on a un rôle à jouer, justement, dans cette transmission, de se dire, intéressez-vous au livre aussi. Parce qu'on est tellement abreuvé de vidéos, mais aussi de tours et de gimmicks, que je pense que c'est aussi notre rôle d'informer ou de former ou de dire... mais je comprends les jeunes qui achètent des tours nouveaux à tout bout de champ. C'est le plaisir de la découverte. Quand j'avais 16, 17, 18 ans, j'achetais aussi des tours nouveaux. Hein, parce que c'était... Mais bon, après, on les remise dans un tiroir, on passe à autre chose. Mais ensuite, on se tend une affinité vers une discipline. Moi, c'était la cartomagie. D'autres, ce sera, je ne sais pas moi...
La Grande Illusion, ou Ouais. le salon, la scène, je ne sais pas. Donc, moi, c'était les tours de cartes. Donc, j'ai arrêté d'acheter de la magie pour acheter des jeux de cartes, finalement. Au début, même, je faisais des tours de petits paquets moi-même, mais avec pas des cartes truquées, mais des cartes blanches ou des choses comme ça. Et j'ai aussi laissé tomber ça. Mais je me rappelle qu'au début, au début des années 70, je faisais des tours de petits paquets. Parce que là, c'est là que j'avais découvert tous ces comptages Jordan, Helmsley, avec les variantes et d'autres trucs et qui permettaient de faire des tours de petits paquets, mais extraordinaires. Donc j'étais en plein là-dedans, mais après, bien sûr, rien ne vaut qu'un tour impromptu avec un jeu de cartes normal. Ça, c'est le Graal, quoi. Je suis pas sûr qu'on en ait parlé, mais on se connaît, donc moi je connais ta réponse, mais du coup, on n'a pas évoqué ton cursus, ton entre guillemets vrai métier. Ah oui, bon. J'aime pas dire ça, mais Ah oui. on nous dit souvent c'est quoi ton vrai métier? Oui, maintenant je suis à la retraite, hein, mais pendant 40 ans, j'ai été d'abord pion, ensuite prof d'anglais. Donc, ça m'a mis le pied à l'étrier aussi parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir fini mes études assez tôt. Et Jean-Pierre, comme j'étais anglophone quand même, et angliciste, et il m'a dit, mais dis donc, toi qui parles anglais, pourquoi est-ce que tu ne traduirais pas des livres anglais en français? J'ai dit, voilà une bonne idée. Ouais. Ça a dû être génial de se dire oui, mais j'aurais pas je vais pensé, pouvoir mêler ma passion, oui, ma vraie compétence oui, forcément, et d'aller à la découverte de tous ces oui, si j'avais appris le slovène, je pense que j'aurais fait moins de bouquins de magie. Hein, c'est incroyable. Oui, c'était une bonne coïncidence, une bonne concurrence d'aptitude, finalement. Génial. Ouais. Et moi, je pourrais raconter quelques anecdotes assez drôles, tellement tu es non seulement passionné par alors là, je crains le pire. Mais non. Tu m'as dit que dans le livre, alors je sais plus, c'est le Dave Vernon, il y avait 7777 mots. Ça te parle? Est-ce que c'est Vernon ou est-ce que non, c'était pas Vernon, mais c'était un autre. Ouais. Je trouve ça assez incroyable la façon que tu as de pousser le... C'est anecdotique, hein, bien sûr. Là, tu révèles un petit secret parce que j'aurais préféré que tu n'en parles pas parce que à la fin, quand je relis pour la xème fois un bouquin, j'essaie quand même de m'intéresser à quelque chose. Et j'avais déjà 2 sets, sans doute 77 000 mots par Word, hein, c'est facile à avoir le compte. Je dis, tiens, on va faire un petit truc rigolo. J'ai rajouté 777 pour avoir... Mais, à mon avis... dans le bouquin, il y en aura plus 77 777 parce qu'il y a les trucs au début, oui, bien sûr, les imprimés, voilà, donc personne ne s'en rendra compte et personne ne va les compter. Non, mais je trouvais ça intéressant de le souligner parce que ça montre combien, c'est un peu parce que voilà, on peut le dire, tu as aussi relu orthographiquement le JO, le book test que j'ai créé, le JO 2.0. Et tu t'es dit, il y a quand même des trucs vraiment fous à l'intérieur. Mais finalement, t'es plus fou que moi, finalement, pour avoir... Mais oui, mais j'en fais moins quand même. C'est moins, je l'ai fait une fois pour un bouquin. Pour d'autres bouquins, j'ai mis des choses dedans. Qui sont des secrets. je peux donner des indices, mais je ne dis pas où. Je ne dis pas dans quel livre. Mais pratiquement dans chacun de mes livres, il y a soit des acrostiches qui forment des noms ou des prénoms, soit des numéros de téléphone vrais. Génial, non mais c'est incroyable, là tu es en train de nous révéler oui, mais je ne dis pas où. Hein. Soit des contrepétries grivoises, évidemment, une contrepétrie, pardon, se doit d'être grivoise, mais je ne dis pas où non plus. Hein. Mais j'en ai mis pas mal. C'est vraiment quelque chose qui fait écho en moi, parce que justement, quand j'ai lancé le JO 2.0, je t'ai expliqué certains principes et je t'ai dit, mais il y a encore au moins un tiers de choses que je n'expliquerai pas à sa sortie. Voilà. Et c'est là où on se rejoint un peu, c'est ce côté un peu, je ne vais pas dire pervers, mais quand même. Non, c'est juste pour rigoler. C'est un amusement personnel. Oui, c'est un inside joke. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, exactement. Donc, personne ne le sait à part moi. Mais tu es quand même dans ce culte de la perfection, parce qu'un jour, tu m'as appelé et tu m'as dit, Johan, j'ai trouvé une erreur, est-ce que tu veux que je te la dise? Je t'ai dit,
oui, mais je suis pas sûr qu'on réédite et qu'on puisse la corriger maintenant. Et tu m'as dit qu'il y avait un espace où il manque un espace après un point. Et ça t'avait contrarié, je sais plus dans quel lieu. Oui, ça, et je me suis dit, waouh, mais quand même, il vient de relire et écrire. Non, mais c'est combien de centaines de pages. Oui, mais une fois que tu le vois, ça te saute aux yeux, c'est évident. Hein, donc nous, c'est, voilà, en tout cas, c'est vraiment un pur bonheur de pouvoir travailler avec toi. Écoute, c'est vrai. Voilà, heureusement que je peux travailler avec toi, hein, parce que heureusement que j'ai ce hobby, heureusement que tu m'as pris dans ton équipe, parce que sinon, je me demande ce que je ferais de mes heures de retraite. Je veux dire, pour de vrai, quoi. Parce que combien d'heures par jour, on l'a pas dit, je crois pas qu'on a. Je travaille devant mon ordinateur à traduire, à écrire 6 heures par jour, 6 heures par jour. Et ce qu'il faut dire, c'est que tu ne fais pas que traduire. Ça, c'est important que vous le sachiez. Tu prends aussi tes cartes avec toi pour refaire, comprendre et vérifier également. Oui. Et ça, c'est quand même assez incroyable parce que c'est pas tous les traducteurs qui le font. Normalement, voilà, on achète entre guillemets un service de traduction. Voilà, le but c'est de traduire. Oui. Toi, en fait, tu as cette compétence, mais cette envie aussi avant la compétence. Je ne sais pas dans quel ordre mais tu as vraiment cette envie de comprendre ce que tu es en train de traduire, de le vérifier également. Ça, systématiquement, je refais systématiquement tous les. C'est fascinant. Ce qui me permet de temps à autre de signaler un qui marche pas. Ouais. C'est magnifique. En tout cas, Richard, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Ça a été un vrai plaisir de partager un peu plus de toi vers vous, les amis. On se retrouve très rapidement puisque le Veribest des tours, le Veribest des cartes ESP vient de paraître. Tu l'as eu tout à l'heure, justement. Donc tu l'as eu en main. Et puis ensuite, on aura donc le. Très beau d'ailleurs, très bien, très bien. Écoute, je suis très content quand ça. Je préfère le dire parce que quand un bouquin sort avec une belle mise en page, de bons caractères, du beau papier, une belle couverture, la couverture des Veribest, c'est vraiment super. Et des illustrations top. Vraiment, je suis très. C'est Jean-Charles Briand également qui avait repris ça, avec aussi le dernier souper. Là, très bien, oui. Donc, très bonne idée. Ça, c'était une très bonne idée, donc avec le suivi sur la tranche. Ça me fait très plaisir. C'était vraiment une manière de relancer aussi cette série-là. Le mauvais truc, quand un bouquin sort, je le relis, évidemment, il est rare que je ne trouve pas une coquille. Il y a un espace derrière, un point qui... C'est ça. Mais ça va, en général, les coquilles que tu trouves, ça me rassure. Oui, forcément. C'est pas des choses complètement folles. Bon, pour parler un petit peu du futur et avant de conclure, donc il y aura un Veribest réédité qui sera le Marleau, entièrement réécrit. Entièrement réécrit. Et on peut l'annoncer, je crois pas qu'on l'avait fait avant, on aura un Veribest Paul Gordon sur lequel tu travailles. Oui, absolument. Qui normalement, alors sans mettre de date et sans aucune pression, sortira dans le courant de l'année 2024, on suppose. J'avais l'impression que Paul Gordon était très connu déjà en France par certains il avait beaucoup de choses en Angleterre, et il a écrit quand même 50 bouquins. Donc, ce qui est énorme en fait. Oui, c'est énorme. Je suis en train de m'infuser les 50 et il y aura sans doute une soixantaine ou 70 tours. Donc ça, choisi par lui pour une fois. L'habitude, c'est moi qui l'ai choisi. Là, tu as fait une petite entorse. Oui, j'ai fait une entorse parce qu'il y en avait tellement. Je lui ai demandé de sélectionner ce qu'il jugeait être qu'il avait parlé. Donc ce sera un vrai Veribest de l'auteur. Voilà, de l'auteur, exactement. D'accord, ok. Voilà. Super. Et peut-être qu'on rééditera un Colombini, probablement. Ah oui, c'était un des Veribest qui a le mieux fonctionné. Oui, absolument. Et on a émis l'hypothèse, l'idée, après le Paul Gordon, que tu puisses peut-être réfléchir à un Veribest des tours semi-automatique. On en serait ravis tellement l'idée paraît bonne. Eh ben, écoute, merci beaucoup en tout cas, Richard. Mais tout le plaisir ça a été un vrai plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette petite discussion, ce petit échange avec notre ami Richard Volmer. On vous souhaite une très belle journée et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Richard. Je t'en prie.